Un parterre de stars, des matchs d'anthologie, un engouement festif et une médiatisation sans précédent. Bref, la Coupe du Monde rentre dans une nouvelle ère en 1970 au Mexique, considérée comme la plus belle de toutes par de nombreux observateurs. Difficile en tout cas de faire pire que les deux précédentes éditions, durant lesquelles l'aspect défensif, les violences, les mauvais gestes ou encore les suspicions ont pris le pas. La compétition de 1970, elle, marque un véritable tournant au niveau du règlement, avec l'introduction de 2 remplacements autorisés par match, mais aussi des cartons jaunes et rouges. Nouveauté également au niveau de la médiatisation, qu'on évoquera un peu plus tard, mais surtout en termes de jeu. Accompagné par une ambiance festive et des stades pleins, les 16 sélections en lice s'apprêtent alors à offrir une édition remarquable et mémorable aux spectateurs du monde entier. En tout cas, tous les plus grands sont là. Que ce soit le champion du monde en titre anglais, le vice-champion ouest-allemand, l'Italie, l'Uruguay, le Brésil évidemment, tout ça saupoudré d'un casting 5 étoiles. Pour ne citer que Pelé, Bobby Charlton, Gordon Banks, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lev Yashin ou Gianni Rivera sont de la partie. Le jeu physique voire violent des précédentes éditions laisse définitivement place au suspense et au spectacle. Chaque rencontre du Mexique crée une émulsion dans le pays. Le Maroc est la deuxième nation à représenter l'Afrique depuis l'Égypte en 1934 et Israël, représentant de l'Asie, fait office de curiosité. Bref, tout est réuni pour un tournoi de haute volée et le premier tour le confirme. Exemple le 7 juin 1970 où les 2 derniers champions du monde en titre s'affrontent dans une finale avant l'heure. À Guadalajara, la Seleção vient à bout de l'Angleterre grâce à un but tardif de Jairzinho, une rencontre marquée notamment par l'arrêt du siècle signé par le gardien anglais Gordon Banks devant le Brésilien Pelé. Les 2 formations se qualifient en tout cas pour les quarts de finale, où les 3 lions s'apprêtent à croiser le fer avec une RFA revancharde. Dans un remake de la finale de 66, ce sont cette fois-ci les partenaires de l'intenable Gerd Müller qui jouent un mauvais tour aux Britanniques, renversés après avoir mené 2-0. Une rencontre à couper le souffle qui en appelle d'autres. Car plus la compétition avance, plus la température grimpe en Amérique centrale. Après le Pérou, le Brésil écarte l'Uruguay et file disputer une énième finale, pendant que l'Italie, facile contre le pays hôte, s'apprête à défier la RFA pour une place en finale. Le choc 100% européen accouche d'une rencontre d'anthologie, qualifiée de match du siècle. Devant plus de 100 000 spectateurs dans le mythique stade Aztec de Mexico, les 2 formations terminent sur un score d'un partout après 90 minutes, avant de se rendre coup pour coup en prolongation. Finalement, les Transalpins s'imposent au bout du suspense sur le score de 4-3 grâce à un dernier but triomphal de Gianni Rivera. Éreinté après ce match hors norme, la Squadra Azzurra tient tête un temps au Brésil en finale, toujours dans un stade aztèque plein à craquer. Mais les artistes sud-américains déroulent leur football de rêve et terminent le travail avec notamment un but et une passe décisive du roi Pelé, premier et seul joueur de l'histoire à remporter 3 fois la Coupe du Monde. 3 Coupes du Monde, c'est ce qui permet également au Brésil de garder définitivement le trophée Jules Rimet. Et si l'avant-centre brésilien devient une telle icône du football en 1970, c'est, au-delà de ses performances, grâce à la nouvelle médiatisation de la compétition. La Coupe du Monde est diffusée en couleur et pour la première fois en direct et à l'international. Problème, la programmation s'adapte au créneau européen et oblige les rencontres à démarrer dès midi sous une chaleur caniculaire, ce qui n'empêche pas le spectacle d'être au rendez-vous, ni même les spectateurs. Il est l'un des grands artisans du sacre anglais de 1966. Et pour cette édition 70, Gordon Banks repart sur les mêmes bases. Durant le premier tour face au Brésil, celui qu'on surnomme Banks of England détourne une tête que le Brésilien Pelé voyait déjà dans les filets. De cet arrêt du siècle, le roi dira lui-même avoir marqué un but que Banks a arrêté. Avec son dernier rempart, le tenant du titre anglais est armé pour aller jusqu'au bout de la compétition. C'était sans compter sur une bière sirotée la veille du quart de finale face à la RFA par le portier britannique. Le ventre en vrac, Gordon Banks renonce finalement à la rencontre, victime d'une intoxication. Sans lui, les 3 lions prennent la porte, renversés après avoir mené 2-0, et la faute est rejetée sur le pauvre Peter Bonetti, le remplaçant dans les cages. D'ailleurs, Franz Beckenbauer lui-même, auteur du premier but allemand, avouera que si Banks avait été dans les buts, son tir n'aurait jamais franchi la ligne. Satanée bière. Et les Bleus dans tout ça. La longue traversée du désert se prolonge pour les tricolores. Quelconque en Angleterre 4 ans plus tôt est plus qualifié pour le championnat d'Europe depuis la première édition en 1960, l'équipe de France passe une nouvelle fois à côté d'un tournoi. Sérieusement rentrée dans le rang sur l'échiquier international, la sélection termine 2e de sa poule éliminatoire et laisse la Suède filer au Mexique. Vainqueur de la Coupe du Monde 1954,
l'Allemagne de l'Ouest organise l'événement planétaire 20 ans plus tard. Une compétition marquée par un grand changement de trophée. Grâce à ces 3 titres, le Brésil obtient le droit de conserver le trophée Jules Rimet qui laisse sa place au trophée FIFA World Cup tel qu'on le connaît aujourd'hui. La formule du tournoi change également pour cette Coupe du Monde avec l'instauration de 2 phases de poule successives et un deuxième tour où les 2 premiers de groupe accèdent directement à la finale, les deuxièmes se disputant la 3e place. Le tirage au sort prévoit enfin que l'Allemagne de l'Ouest et le Brésil soient placés dans des groupes différents avec l'impossibilité de se retrouver avant la finale s'ils terminent au même classement en poule. Autre nouveauté, les participations de Haïti et pour la première fois d'un pays d'Afrique subsaharienne avec la participation du Zaïre. 2 pays qui connaîtront un parcours bien difficile face au professionnalisme des équipes européennes et sud-américaines. L'image d'un remplaçant zaïrois fumant une cigarette sur le banc de touche a même fait le tour du monde. Durant le premier tour, l'Allemagne de l'Ouest, grande favorite de la compétition, n'est pas aussi sereine qu'annoncé, terminant 2e après une confrontation historique face à l'Allemagne de l'Est, remportée 1-0 par la RDA. Alors que le Brésil passe également avec difficulté et que la Pologne commence déjà à dessiner un parcours surprenant, le début de la compétition est surtout marqué par la grosse impression laissée par les Pays-Bas. Pourtant miné par les conflits internes entre joueurs sur fond de problèmes de primes et de menaces de grève, la sélection néerlandaise régale pourtant dans le jeu. Le monde s'émerveille devant le football total prôné par le sélectionneur Rinus Michels et l'artiste Johan Cruyff, au point que les Pays-Bas héritent peu à peu du statut de favori. Un statut renforcé par un parcours parfait lors du 2e tour, et notamment une victoire 2-0 face au Brésil lors d'une demi-finale déguisée. Cruyff et sa bande se qualifient donc brillamment pour la finale de la Coupe du Monde, tout comme l'Allemagne qui réalise également le carton plein en retrouvant son football et en dominant notamment sur un terrain gorgé d'eau la Pologne qui n'avait enchaîné que des victoires jusqu'alors. Surprise de ce mondial 1974, la Pologne finira 3e du tournoi en battant le Brésil lors de la petite finale. Grzegorz Lato terminant meilleur buteur de la compétition avec 7 buts. La finale oppose donc à Munich l'Allemagne de l'Ouest aux Pays-Bas devenus favoris de la compétition avec leur jeu emballant. Une supériorité confirmée par l'ouverture du score précoce de Niskens sur penalty suite à une faute allemande sur Johan Cruyff. Un but au bout d'1 minute qui reste encore aujourd'hui le but le plus rapide de l'histoire des finales de Coupe du Monde. Mais les Néerlandais, trop confiants dans leur force et en gestion à 1-0, vont permettre aux Allemands de l'Ouest de se relancer avec un penalty transformé par Breitner avant que Gerd Müller n'inscrive le but de la victoire en fin de première période. Un but loin d'être anodin, puisqu'en plus d'offrir la victoire à la RFA à domicile, Gerd Müller devient à cette occasion le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. L'Allemagne de l'Ouest devient donc le premier pays à soulever la nouvelle Coupe du Monde dans une compétition au niveau de jeu globalement décevant. Avec 90 réalisations seulement, la Coupe du Monde 74 est tout simplement la compétition avec le plus faible total de buts jusqu'alors. La Coupe du Monde 74, une compétition qui se déroulera sans l'équipe de France. Les Bleus de l'époque, dirigés par Georges Boulogne, échouent en effet dès les qualifications. Malgré un premier succès contre l'Union soviétique, une double confrontation ratée contre l'Irlande et une défaite finale face aux Russes précipitent la chute des Bleus qui suivront donc la compétition à la télévision. Le 22 juin 1974, une page de l'histoire de la Coupe du Monde s'écrit, mais également une page de l'histoire tout court. L'Allemagne de l'Ouest, la RFA, et l'Allemagne de l'Est, la RDA, se rencontrent pour la première fois depuis leur séparation lors d'un match de poule décisif. Un match chargé en enjeux et en émotions que l'Allemagne de l'Est remporte à la surprise générale. Malgré une grosse domination de la RFA, c'est bien la RDA qui s'est imposée 1-0 sur un but de Sparwasser qui a pris à défaut les incroyables défenseurs de l'époque, Franz Beckenbauer et Berti Vogts. Un succès qui permet à la RDA de finir première de sa poule et de marquer l'histoire de son empreinte. Mais cette Coupe du Monde 1974 est également marquée par quelques anecdotes croustillantes. On peut en effet signer un parcours brillant et épater toute la planète foot avec son beau jeu, tout en abordant la Coupe du Monde avec un sérieux bien relatif. Les Pays-Bas l'ont montré après leur qualification pour la finale. Suite au succès contre la RDA, plusieurs Néerlandais vont se permettre une virée nocturne. Le gardien Youngblood est même raccompagné par la police
à l'hôtel, alors que certains prennent du bon temps entre cigarettes consommées à la chaîne et nuits passées en charmante compagnie. Problème, un journaliste infiltré dans la soirée a révélé le scandale, obligeant même certains joueurs à s'expliquer avec leurs femmes restées aux Pays-Bas. La Coupe du Monde retrouve l'Amérique du Sud pour se poser en Argentine, pourtant en proie à une cinglante dictature orchestrée par Jorge Videla. Un contexte qui rappelle les premières heures sombres vécues par la Coupe du Monde durant les années 30, confrontée à la montée du nazisme, du fascisme et de la matérialisation politique. Difficile effectivement de se concentrer uniquement sur le sportif au moment où se rapproche le mondial argentin de 1978. Une nation en plein trouble depuis le coup d'État de Jorge Videla 2 ans plus tôt. Depuis, le général argentin impose une dictature sous forme de guerre sale qui consiste à torturer ou supprimer tout opposant au régime. Dans le monde entier, on dénonce alors le climat de terreur infligé au peuple argentin et des boycotts du tournoi sont initiés de part et d'autre. Bref, bien avant le coup d'envoi de la compétition, l'Argentine fait déjà parler d'elle, mais pas pour des raisons que l'on attendait. Et le tournoi, lui, aura en tout cas bien lieu et ne perd pas de son intérêt pour certains. Qu'importe le contexte, Coca-Cola débourse par exemple 8 millions de dollars pour devenir le principal sponsor de la Coupe du Monde, dont le match d'ouverture est disputé le 1er juin entre la Pologne et le champion du monde en titre ouest-allemand. La 11e édition de l'histoire réunit 16 sélections, dont 2 petits nouveaux, la Tunisie et l'Iran. Du fait de la popularité grandissante de la Coupe du Monde, mais aussi de l'apparition du processus de décolonisation aperçu durant les années 70. Le tableau continue progressivement de s'élargir donc, et même si les habitués sont toujours là. Le Brésil et ses 3 couronnes, l'Italie et même la France, enfin de retour. Mais au pays du tango, c'est bien l'organisateur qui mène la danse. Tout comme l'Italie, la Pologne, l'Allemagne de l'Ouest, l'Autriche, le Brésil, le Pérou et les Pays-Bas, l'Albi Céleste se qualifie pour la 2e phase dans des ambiances chauffées à blanc. Au coude à coude avec le rival brésilien, le pays hôte sort vainqueur de la poule B et file en finale. Du côté du groupe A, ce sont les Pays-Bas qui imposent leur loi. Et ce, malgré l'absence de leur maître à jouer, Johan Cruyff, resté auprès de sa famille après avoir été victime, quelques mois plus tôt, d'un enlèvement à Barcelone. Mais comme 4 ans plus tôt à Munich, les Oranges trébuchent au pire des moments à Buenos Aires. Revenus in extremis au score, les Bataves tombent en prolongation face à Mario Kempes et aux milliers de papelitos descendus des tribunes. L'Argentine est championne du monde pour la première fois de son histoire, 48 ans après la désillusion de Montevideo. Un sacre toutefois entaché de fortes suspicions. Plus précisément, une rencontre du 2e tour attise les doutes. Et il concerne bien évidemment l'Argentine. Après 2 journées, l'organisateur et le Brésil sont à égalité de points pour terminer à la première place et rallier la grande finale. Tout va donc se jouer lors de l'ultime épisode. Contraint de jouer plus tôt, le Brésil fait le boulot en battant la Pologne 3-1. La Seleção est virtuellement qualifiée avec une différence de but de +5. Au courant de la performance brésilienne, l'Argentine sait donc ce qu'il lui reste à faire quelques heures plus tard, l'emporter par 4 buts d'écart face à un Pérou sûr et certain de terminer à la dernière place. Sans sourciller, l'Albi Céleste balaye son adversaire 6-0, se qualifie pour la finale mais bascule dans la controverse. Pas de quoi perturber le meilleur buteur du tournoi Mario Kempes et ses coéquipiers, sacré champion du monde quelques jours plus tard. Et les Bleus dans tout ça. Après une longue traversée du désert, le football français retrouve enfin des couleurs, vertes notamment. Grâce à ses performances en Coupe d'Europe, l'AS Saint-Etienne est effectivement devenue une équipe de France de substitution dans le cœur des Français durant la dernière décennie. Mais du vert au bleu, il n'y a qu'une nuance et les tricolores refont parler d'eux en sortant vainqueurs d'un groupe éliminatoire composé de la Bulgarie et de l'Irlande. Leur première qualification à une Coupe du Monde hors de l'Europe met ainsi fin à 12 longues années d'attente. D'attente, il en est moins question lors du premier match contre l'Italie. Les hommes de Michel Hidalgo ne mettent effectivement que 37 secondes pour ouvrir le score à Mar del Plata. Mais au but précoce de Bernard Lacombe répondent Rossi et Zaccarelli. L'entrée en lice s'avère prometteuse mais frustrante, mais pas autant que le second match face au pays hôte. Dans une ambiance de folie, les Bleus tiennent tête et égalisent grâce au jeune Michel Platini à l'heure de jeu, avant que Luque, d'une frappe limpide, mette définitivement fin aux espoirs français. Mais en Amérique du Sud, sans trop encore le savoir, l'équipe de France vient de poser les bases d'une décennie victorieuse et mémorable. D'autant plus que le voyage de l'autre côté de l'Atlantique se termine par une belle victoire contre la Hongrie sur le score de 3-1. Un match joué par les Bleus avec des maillots
Vert et blanc, pour rendre hommage aux performances antérieures de Saint-Étienne? Pas vraiment. À Mar del Plata, là où se dispute la rencontre, l'intendant de la sélection se rend compte un peu tard qu'il a oublié le jeune maillot de l'équipe. En sa possession, il ne dispose que des maillots blancs, soit la même couleur dans laquelle évolue l'adversaire hongrois. Problème, c'est à l'équipe de France de trouver une solution sous peine de match perdu sur tapis vert. Impossible de retourner au camp de base, situé à 400 km de là, alors pour éviter un fiasco, un membre du staff part parcourir la ville dans une voiture de police aux sirènes hurlantes afin de trouver un lot de maillots. Chose faite, une demi-heure plus tard. Marius Trésor et sa bande se présentent alors dotés des tuniques vertes et blanches du modeste club local, le CA Kimberley, sans que les numéros de maillots ne correspondent à ceux des shorts. Tout se termine finalement bien pour les bleus en vert et blanc, qui en font voir de toutes les couleurs à la Hongrie. Comme beaucoup d'éditions, la Coupe du Monde 1982 s'imbrique dans des contextes politiques tendus. L'Espagne s'ouvre tout juste au monde après le règne de Franco, l'Angleterre et l'Argentine sont en guerre pour le contrôle des îles Malouines, une banderole s'invitant même lors du match d'ouverture. D'autres banderoles sont-elles censurées au Camp Nou lors d'un match URSS-Pologne sur fond de contestation sociale face au régime communiste, ce qui provoque d'ailleurs la colère du public barcelonais. Un an après le mariage du prince Charles et de Lady Di, la Coupe du Monde 82 est également le premier grand événement médiatique diffusé sur tous les continents. 140 pays et 1 milliard de téléspectateurs assistent donc aux affrontements de l'élite du football mondial. Le Mondial 82 innove aussi en réunissant 24 nations qui disputent 2 phases finales de poule avant les demi-finales. Toutes les confédérations sont d'ailleurs représentées lors de cette phase finale. Après un tirage au sort pour organiser 6 groupes de 4 avec l'Italie, l'Allemagne, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne et le Brésil comme tête de série, le match d'ouverture entre le tenant du titre, l'Argentine, et la Belgique donne lieu à une surprise d'entrée. Diego Maradona, tout juste transféré au Barça contre 7,5 millions d'euros, est scruté par le Camp Nou. Mais ce sont bien les Belges qui s'imposent 1-0. Ce premier tour, marqué par le record de la Hongrie qui passe 10 buts au Salvador, voit les futurs demi-finalistes avancer sans ravir les observateurs. L'Italie se qualifie avec 3 matchs nuls, la France se fait une grosse frayeur avec un nul in extremis face à la Tchécoslovaquie, la Pologne fait le boulot sans génie alors que l'Allemagne de l'Ouest crée la polémique avec le match de la honte. Une victoire 1-0 face à l'Autriche permettant aux 2 équipes de se qualifier, Allemands de l'Ouest et Autrichiens disputent une parodie de match aux grandes dames de l'Algérie, éliminée avec une énorme amertume. Heureusement, d'autres pays régalent. L'Angleterre qui remporte tous ses matchs du premier tour, mais surtout le Brésil qui émerveille avec son jeu léché et s'avance rapidement comme un favori de la compétition. L'Irlande du Nord, de son côté, crée la surprise en se qualifiant premier de son groupe avec une victoire face au pays hôte, l'Espagne. Lors du second tour, la Pologne élimine la Belgique et surtout l'URSS lors d'un dernier match aux allures de quart de finale. L'Allemagne de l'Ouest s'avance dans le dernier carré en écartant l'Angleterre, qui n'a pourtant pas perdu un match, et l'Espagne dans une affiche décisive. La France monte en puissance en écartant l'Autriche et l'Irlande du Nord, enfin, alors que l'Argentine ne rivalise pas dans leur groupe, l'opposition de style entre une Italie rigoureuse et un Brésil flamboyant bascule en faveur des Transalpins. Un triplé de Paolo Rossi fait tomber une Seleção trop joueuse alors qu'elle tenait la qualification à 2 partout. En demi-finale, l'Italie ne tremble pas face à la Pologne privée de son leader Boniek suspendu. Paolo Rossi brille avec un doublé remarquable. L'autre demi-finale est une rencontre inscrite dans la légende de la Coupe du Monde. Le cauchemar de Séville voit l'équipe de France de Michel Platini s'incliner au tir au but face à l'Allemagne de l'Ouest après avoir pourtant mené 3-1 en prolongation. La Pologne profite sans sourciller de la déroute française pour s'imposer lors du match pour la 3e place, rééditant ainsi son exploit de 1974, alors que la finale de la Coupe du Monde est elle aussi à sens unique. Portée par sa forte dynamique, l'Italie ne tremble pas pour écarter l'Allemagne de l'Ouest avec 3 buts en seconde période pour prendre un large avantage. La réduction du score de Breitner n'y change rien, l'Italie de Paolo Rossi, soulier d'or avec 6 buts et meilleur joueur de la compétition, remporte le mondial espagnol 44 ans après son premier sacre. De son côté, malgré une belle Coupe du Monde, l'équipe de France n'a pas encore séché ses larmes. Emmenée par Michel Platini, Jean Tigana, Alain Giresse ou encore Dominique Rocheteau, la bande de Michel Hidalgo connaît d'abord une Coupe du Monde compliquée. Un premier tour franchi difficilement face à l'Angleterre, la Tchécoslovaquie et le Koweït offre pourtant aux Bleus un deuxième tour favorable. Les Français ne tremblent pas avec des succès face à l'Autriche 1-0 et l'Irlande du Nord 4-1.
leur offrant ainsi un ticket pour la deuxième demi-finale mondiale de leur histoire. Une demi-finale qui restera jamais comme le cauchemar de Séville pour toute une génération de Français. Le temps réglementaire voit les deux équipes batailler, Platini répondant sur pénalty à l'ouverture du score de Lidbarski. La deuxième période est-elle marquée par la terrible agression de Harald Schumacher sur Patrick Battiston, le gardien de but allemand n'étant même pas sanctionné d'une faute après avoir gravement blessé le défenseur français. Scandalisés, les Bleus auront néanmoins le mérite de se remettre dans le match en prolongation pour en mener 3-1 grâce à une volée mythique de Marius Trésor et une belle frappe de Giresse. Deux coups de patte qui précèdent l'effondrement français. En 6 minutes, Rummenigge et Fischer ramènent les Allemands à hauteur. La séance de tir au but voit les Bleus échouer avec des ratés de Didier Six et Maxime Bossis. 40 ans plus tard, ce match reste l'une des dates marquantes du football français, laissant les Bleus hagards et incapables de défendre leur chance lors du match pour la 3e place perdue face à la Pologne. L'Allemagne de l'Ouest, quant à elle, n'a pas seulement fait parler d'elle à Séville, mais aussi dans un autre match de triste mémoire. Le 25 juin 1982, la RFA participe au match de la honte face à l'Autriche. Lors du premier tour, les deux nations germanophones sont opposées à l'Algérie et au Chili. Premier tour où les Fennecs créent la surprise en battant les Allemands, mais la suite de la poule et une courte victoire algérienne face au Chili donnent la possibilité à l'Allemagne de l'Ouest et à l'Autriche de s'entendre lors du dernier match de poule. La donne est claire au coup d'envoi. Si la RFA s'impose 1-0, les deux équipes sont finalement qualifiées pour le deuxième tour. Roubaix ouvre le score dès la 10e minute avant un simulacre de match de football où les séquences de passes à 10 se multiplient. Un arrangement honteux aux yeux du monde entier qui poussera la FIFA à prendre une décision forte. En Coupe du Monde, les derniers matchs d'une poule se dérouleront désormais en même temps afin d'éviter de nouveaux arrangements entre amis. Et la FIFA aura décidément eu fort à faire avec un autre match polémique. Lors du premier tour, la France affronte le Koweït et remporte une victoire facile sur le score de 4-1. Mais cette rencontre est marquée par un incroyable fait de match. Sur un but marqué par les Français, alors que certains Koweïtiens se sont arrêtés de jouer, croyant à un coup de sifflet de l'arbitre, la délégation koweïtienne hurle au scandale et le frère de l'émir en personne entre sur le terrain pour contester le but. Plus fort encore, l'arbitre de la rencontre, Miroslav Stupar, décide d'accéder à la demande des autorités koweïtiennes. Même si la décision ne changera pas grand-chose au score final, la FIFA bannira l'arbitre russe à vie. Après ce focus sur 1982, on se retrouve très vite pour évoquer la Coupe du Monde 1986. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez également 11 Mondial sur notre site internet et nos réseaux sociaux durant toute la Coupe du Monde au Qatar.